Sunderlight Productions. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Nous accueillons aujourd'hui un réalisateur qui, à moi comme à bien d'autres, a donné envie de faire du cinéma. On lui doit Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Un long dimanche de fiançailles, Délicatessen, La cité des enfants perdus, des Alien 4, Micmac attire la rigotée, Espivette. Et il sort enfin son nouveau film Big Bug, déjà disponible sur Netflix. Merci Jean-Pierre Jeunet d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ça nous fait très plaisir. Je vais te présenter les clapeurs qui sont face à toi. Notre première clapeuse est une productrice qui cherche partout dans Paris un primeur désagréable pour pouvoir citer Amélie Poulain en lui disant: vous au moins vous ne risquez pas d'être un légume puisque même un artichaut a 10 cœurs. C'est Charlotte Merveille. Quelle fabuleuse introduction. Je suis ravi. Et puis est avec elle un nouveau clapeur, journaliste qui rejoint l'équipe. Jean-Pierre, il faut que tu saches que tu l'as terrifié alors qu'il était très jeune avec La cité des enfants perdus. Depuis, il a peur qu'on lui vole ses rêves, mais aujourd'hui, en étant avec nous, tu conjures le mauvais sort en réalisant son rêve de t'interviewer. C'est Sylvain Allemand. Et tu avais quel âge ? J'étais beaucoup trop jeune, j'avais 5 ans. Aujourd'hui, j'exorcise mes démons aujourd'hui. C'est voilà, aujourd'hui. C'est ça, avec, et tu l'as revu, c'est ça, depuis... Ah mon Dieu. Je m'évanouis maintenant, c'est la fin. Je suis prêt. Prêt à surmonter tes Je n'ai peurs. plus peur, je suis là. C'est très bien. Aujourd'hui, donc, tu viens à l'occasion de la sortie de ton nouveau film, on l'a dit, Big Bug, qui est déjà disponible sur Netflix, qui se passe donc en 2045 dans une France futuriste assistée donc par des robots qui vont confiner une famille, recomposer leurs amis pour les protéger d'une menace extérieure. Et même en 2045, les confinements se passent pas toujours bien et on va voir qu'il y a une hystérie qui va peu à peu gagner tout le foyer. Est-ce que c'est un bon résumé déjà ? Oui, ce qui est marrant, c'est qu'on l'avait écrit avant les problèmes de Covid. Parce que c'est un film que j'ai traîné longtemps, donc il était écrit bien avant. C'est une coïncidence. C'était ma première question. Ouais. Justement, il a été écrit avant le Covid et pourtant on voit que que la réalité a rattrapé la fiction. Et pour toi, qu'est-ce que le fait de confiner des humains ensemble raconte d'eux ? Qu'est-ce que ça ? J'espère que c'est pas comme dans le film, parce que les humains sont pas jojo dans le film, sont pas jolis. Et les robots, ils sont quand même très 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 crétins. Donc j'espère que ça passe mieux chez les gens. Mais qu'est-ce que ce huis clos t'a permis de raconter quand même de ces personnages ? Disons que l'idée d'un lieu clos, c'était d'abord de faire un film pas trop cher. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai pas touché au futur à part dans Alien, mais là on va faire une comédie en parlant d'intelligence artificielle. Donc voilà, on s'est dit, les robots, qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, il y aura les méchants qui veulent anéantir les êtres humains comme dans tous les films, mais nous, on va faire des robots domestiques qui veulent les protéger, leurs humains, tellement ils les aiment. Voilà. Et qui sont passionnants parce qu'ils... Mais ils sont tout très très cons surtout. Les robots, mais ils sont gentils. Ils sont gentils, mais ils voudraient tellement leur ressembler. Mais ce qu'on raconte, c'est qu'ils n'y arriveront jamais parce qu'ils n'auront jamais d'âme. Mais après, tant mieux finalement s'ils ne veulent pas ressembler à ces humains confinés ensemble, parce qu'effectivement, c'est quand même des sacrés personnages. Sylvain. Mais tu as la particularité d'avoir un univers quasiment pour chaque film, avec le cyberpunk dans La cité des enfants perdus, le Paris fantasmé d'Amélie Poulain. Et à chaque fois, il y a un petit pas de côté sur la réalité. Est-ce que ce décalage, il te permet de mieux raconter le monde dans lequel on vit ? Non, c'est tout simplement qu'en tant que fabricant, la réalité m'ennuie. Je peux voir un film de Kenneth Loach ou de Mike Leigh et être ému en tant que spectateur. Mais en tant que fabricant, j'ai besoin, probablement parce que je viens de l'animation, Terry Gilliam dit exactement la même chose. On a besoin de transformer la réalité. Moi, je me sens plus comme un peintre. Et avec Caro, déjà, on faisait de l'animation, de la bande dessinée. On a envie de tout transformer, de faire un pari ou un univers à nous, de le créer. Charlotte. Et d'ailleurs, cet univers, tu l'as créé, l'univers de Big Bug, avec plusieurs de tes collaborateurs historiques. Il y a Madeleine Fontaine, il y a au costume, il y a Hervé Schneid au montage. Et Guillaume Laurent, avec qui c'est ta 6e collaboration, je crois, Il a commencé à déjà écrire des dialogues additionnels sur La cité des enfants perdus. Ah oui, donc ça remonte à loin. 25 ans. Je suis fidèle, moi. On voit ça. Comment vous avez tous les deux en fait recréé cette alchimie sur Big cette Bug ? fois-ci, Comment ça s'est fait ? C'était un peu différent. J'ai eu l'idée de départ, j'ai posé un peu les grandes lignes, et puis il l'a écrit pendant que je faisais TS Pivette. Okay. Et il est parti dans une direction trop théâtre de boulevard.
Donc je me suis dit, bon, ça me plaît Ah oui. plus, je le laisse tomber. Et puis plus tard, on a écrit ensemble un truc sur le sexe, qui aurait été L'homme qui aimait les femmes de Truffaut, mais aujourd'hui. Mauvaise pioche, c'est une période où sujet délicat. Mais Donc on n'a pas réussi à le monter. Et donc j'ai ressorti celui-là, je l'ai réécrit moi, en rajoutant plus de robotique. Et Ok. puis on l'a repris à 2, et on l'a enfin finalisé à 2. Ok. Sylvain. Là, Big Bug, il aborde un nouveau style, le rétro-futurisme, qui m'a fait penser à Fahrenheit 451. Oula, Il m'a fait- j'aime beaucoup Truffaut, mais pas celui-là. Ah bon Il m'a fait penser à ça, moi. Parce avec qu'on brûle des livres, oui. Oui, si on veut, puis le oui. côté un Pas peu- esthétiquement en tout cas. Non, mais le côté Merci. rétro-futuriste. Et le personnage d'Alice m'a fait pas mal réfléchir, avec sa recherche de la métaphore, ce besoin de réapprendre à écrire pour raconter des histoires. Et je me demandais, j'avais vu dans une interview que tu disais que ton but c'était de raconter des histoires. Et est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, avec l'appui technologique qui est de plus en plus important, est-ce que c'est pas devenu difficile de juste raconter des histoires? Ah oui, Technique la ça, question. là, Hein. Là, tu te prends beaucoup la tête. Là. C'est bon. Oui, il y a une histoire, et puis après, comment la raconter. Alors, Amélie, ça a bien marché parce qu'il y avait une bonne histoire au début. Puis après, je me suis dit, comment je vais illustrer ça en décalant le pari. La Cité des enfants perdus dont tu parlais, à l'époque, on avait fait un peu une erreur, c'est qu'il y avait l'envie du décor et de l'univers avant de l'histoire. Et moi, quand je le revois, je trouve que ça sent un peu, même si il est devenu culte et tout ça, je trouve que l'histoire pêche un peu par moment. Dans ce cas-là, c'est les deux, puisque ça se passe dans le futur. Donc les robots en font partie. Donc l'imaginaire de l'univers venait en même temps que l'écriture. Je savais déjà en écrivant qu'il y aurait 3 robots mécaniques, 3 robots joués par des acteurs. Un robot domestique, un robot sexuel, un robot le méchant, et puis 3 robots, le robot nettoyeur inspiré de Wall-E, le robot Einstein, parce que j'avais vu une espèce de sculpture, je savais que Pascal Molina, le génie de l'électromécanique, allait me faire un chef-d'œuvre. Mais qui est incroyable. Et puis le troisième, fantastique. un robot jouet, comme on a tous eu, le petit homme qui est un robot jouet. Mais d'ailleurs, ce robot qui est Einstein, qui est doublé par André Dussolier, qui est aussi un fidèle de ton cinéma, c'est un robot qui était. Même tous les robots étaient vraiment là sur le tournage. Oui, c'est ça. Pas C'était le parti pris, c'était de ne pas les faire en images de synthèse. Et Einstein, c'est une sculpture en bois et métal extraordinaire, mue par 82 micromoteurs. André Dussolier avait enregistré tous ces dialogues à l'avance, donc on appuyait sur un bouton et le robot répétait la phrase indéfiniment. Mais pour jouer, grâce au confinement, ce qui fait qu'on a été obligé de repousser le tournage, on a eu plus de temps, et Molina, avec un informaticien, a développé une technique de reconnaissance faciale. Il jouait face à un iPad et la marionnette reproduisait ce qu'il jouait. Donc je le dirigeais comme un acteur. Wow. Et les autres comédiens, en plus il n'y avait même pas de fil, c'était tout sur remote. Donc les autres comédiens jouaient avec la marionnette comme un vrai acteur. Ouais, le futurisme jusque dans la fabrication. En fait, on m'a souvent reproché d'avoir des univers vintage, mais les gens qui faisaient ça ne se rendaient pas compte que pour faire du vintage, on utilisait les plus hautes technologies avec Marc Caro. On a été les premiers avec Delicatessen à faire des trucages en vidéo à l'époque. Et puis La Cité, on a été les premiers à mixer en numérique. Alien, on était en retard quand je l'ai fait après. Ils étaient en retard, les Américains. TS Pivette tourné en 3D d'une manière extraordinaire. Chaque film, c'est des challenges technologiques. Et celui-là n'y coupe pas. Donc. Et c'est les challenges technologiques justement qui nourrissent ton cinéma. Tu réfléchis Non, c'est juste en le plaisir amont, de faire. Moi, je ne revendique que ça, le plaisir de fabriquer, de faire. Je suis un artisan. Caro, il disait, on prend la boîte de jouets, on essaie de faire le plus beau jouet avec tout ce qu'il y a dans la boîte. Tout ce qu'il y a dans la boîte, c'est la technologie, c'est les costumes, c'est les décors, c'est la musique, c'est le montage, c'est tout ça, quoi. Les dialogues, les acteurs. Donc voilà, c'est le plaisir de fabriquer, de s'amuser à faire. Et ben nous, ça nous amuse à regarder en tout cas. Bah oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, en parlant d'effets spéciaux, je crois que tu racontes donc dans ton livre 500, je me souviens, anecdote de tournage qui est passionnant. Où tu... Passionnant, qu'on peut trouver sur Internet. Tout à fait, qu'on peut trouver exactement. Et et du coup, tu retraces ta carrière, ton enfance un peu jusqu'à TS Pivette. Et dedans, tu racontes une anecdote sur Amélie Poulain, je crois, avec Jacques Chirac, quand tu as projeté le film à l'Élysée. Il me bourrait les côtes. C'est plein d'effets spéciaux. C'est génial, votre machin, c'est plein d'effets spéciaux, on les voit pas. Je me souviens de cette phrase surréaliste. C'est incroyable. Et du coup, déjà, il était marqué par les effets spéciaux. Il y en a beaucoup dans Amélie Poulain. C'est vrai que c'est pas le film comme ça. On se dit qu'il y a plus de... on voit son cœur qui bat. Et puis dans Amélie, c'est plus des effets qu'on ne voit pas vraiment, effectivement, mais des effets poétiques, des choses. C'est pas des vaisseaux spatiaux ou des trucs en 3D ou des singes en 3D, évidemment, c'est plus discret. Sylvain. Ton œuvre elle est aussi traversée par des gueules, l'amour des visages, en particulier avec Dominique Pinon, Ron Perlman et là dans Big Bug, François Leventhal en Ionix Inquisiteur. D'où te vient son amour pour ces beaux visages? Ça vient du cinéma d'après-guerre. Moi, je suis un grand fan des films de Marcel Carné et Jacques Prévert. Je collectionne Marcel Carné. J'ai une véritable collection chez moi. Je peux faire une expo.
Et donc, à cette époque-là, il y avait les Michel Simon, les Carrette, les Louis Jouvet, les Saturnin Fabre, qui étaient des acteurs, non seulement qui avaient des tronches, mais qui étaient des acteurs de composition, qui savaient composer des personnages, loin du réalisme à la française d'aujourd'hui. Donc moi, j'essaie de perpétuer cette tradition, de chercher des gueules, un Dominique Pineau dans tous mes films, parce qu'ils ne sont pas non plus 50 000. Donc je réutilise souvent les mêmes. Mais alors c'est marrant ce que tu dis, loin du réalisme. Au contraire, je trouve ça finalement plus réaliste d'avoir ces gueules-là dans tes films qu'un film où tout est beauté un peu plastique, où tout le monde... un film qui ressemble à une télé-réalité. C'est du réalisme poétique, on appelait ça à l'époque de voilà. Daniel Toscan du Plantier, le célèbre producteur français qui est décédé maintenant, m'avait fait un très beau compliment en voyant Amélie. Il avait dit c'est du Carnet Prévert avec les technologies d'aujourd'hui. Ah bah voilà. Et c'était un super compliment. Ah bah oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, il y avait aussi, je crois qu'à propos d'Amélie, c'est Claude Berry, c'est ça que tu racontes aussi dans ton livre, qui avait refusé de produire Amélie. Et donc c'est un célèbre producteur et réalisateur, Claude Berry. Et t'étais allé le voir peu avant. Oh là, compliqué cette phrase. Peu avant qu'il décède. Et il a cru que t'allais l'agresser. Non, c'est parce que l'histoire, c'est que quand j'ai gagné mon premier César avec un court-métrage d'animation qui s'appelait Le Manège, je vois François Truffaut assis sur les marches de Fouquet's à la fin de la soirée, épuisé. Oh là là. Il en avait gagné une dizaine avec le dernier métro. Et j'ai eu envie de lui montrer mon César, de lui dire, vous savez, un jour j'ai vu La Nuit américaine et j'ai su que je ferais du cinéma en voyant votre film. Mais j'étais trop timide, j'étais impressionné, j'ai pas osé le faire. Donc Claude Berry, je le savais malade, c'était la clôture de la Cinémathèque française à Chaillot. J'ai eu le courage d'aller le voir. Mais comme il avait refusé Amélie, quand je me suis approché, il a reculé de 2 mètres. Il s'est dit, il va m'en coller une. Et en fait, c'était pour lui dire que tous les ans, je vois Jean Fleurette, Manon des Sources, dans le Sud, qui est un film que j'adore. Voilà. Et des références, il y en a d'ailleurs aussi dans Big Bug. Oui. À Jean de Florette ? Non, pas Jean de Florette. Bon, il y a un superbe hommage, il y a un très bel hommage aux Enfants du Paradis de Marcel Carnet, justement. Oui, ben voilà, il y a un petit clin d'œil. Comme Elsa rêve de jouer Arletty, on l'a fait faire un petit extrait. Je savais pas qu'elle rêvait. Ah bah voilà, c'était. Et le film, je crois d'ailleurs, a été mis sur Netflix en même temps, est disponible sur Netflix en même temps que Big Bug. Si les gens veulent découvrir l'original, l'original, veulent découvrir le film qui a inspiré cette séquence là en tout cas, c'est un bon moyen. Et dans tes films aussi il y a quelque chose d'assez marquant, c'est les antagonistes. C'est des antagonistes qui sont, donc il y a des bouchers assassins, des marchands d'armes, donc bouchers assassins dans Délicatessen, marchands d'armes dans Micmac à Tire-Larigot, le voleur de rêve, terrifiant voleur de rêve. C'est les monstres des contes de fées. Et mes héros sont le petit poussé à chaque fois, qui sont des enfants souvent dans leur tête, pas matériellement. Mais j'avais même failli faire l'histoire de Pi, vous savez, j'ai travaillé 3 ans. C'était encore une fois un enfant qui luttait contre un monstre. Le monstre était un tigre, parfois c'est plus abstrait, c'est l'introversion pour Amélie ou la mort pour Mathilde dans Le Long Dimanche. Mais à chaque fois, c'est des histoires de petits poussets qui s'en sortent grâce à leur imaginaire. Et moi, c'est l'histoire de ma vie. Moi, j'étais pas prédestiné à faire du cinéma. J'habite en province, j'ai travaillé au PTT très jeune, mais je m'en suis sorti grâce à mon imagination. Je suis un petit pousset. Je sème des petits cailloux. Je crois que justement Sylvain avait une analyse proche du conte. Oui, je crains le pire. Je me suis encore pris la tête. Donc, du coup, comme on l'a dit, j'ai eu très peur la première fois que je suis tombé sur une cassette de La Cité des Enfants Perdus. J'étais beaucoup trop jeune et je l'ai regardé plus tard, plus vieux. Et j'ai compris pourquoi j'avais très peur. Et en fait, c'est la figure de l'ogre. J'ai remarqué qu'il y avait une figure de l'ogre qui était constante dans toute ta filmographie. Que ça soit du coup la mort dans Un long dimanche de fiançailles, le boucher assassin, les vendeurs d'armes. Et je me suis demandé, les monstres baveux dans Alien aussi, alors que je ne l'avais pas écrit moi. Est-ce que c'est volontaire, ce thème de l'ogre ? Non, c'est inconscient. À chaque fois, et là, Big Bug, je me suis dit, là, ça va être différent. La technologie, l'ogre peut-être. Non, il y a encore un monstre qui est le Ionix, le robot, oui. Et les autres essaient, avec des stratagèmes, comme Amélie, de s'en sortir avec une voiture, avec un chien, avec des... Je ne dévoile pas tout, mais des stratagèmes plus farfelus les uns que les autres, utilisent encore une fois leur imagination pour lutter contre l'ogre. Encore une fois, c'est un remake du petit poussé. Mais c'est Charlotte. Oui, mais d'ailleurs, ces antagonistes ont à chaque fois une sorte de comment dire, un peu une sorte de pragmatisme extrême. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches un peu à dénoncer, le pragmatisme extrême de notre société ? Là, c'était un jeu, entre autres, de se moquer de l'administration. Dedans, il y a une anecdote qui m'est arrivée pour de vrai, que j'ai placée dans le film. Je veux changer je déménage, donc je dois changer de téléphone. J'appelle France Télécom à l'époque. Ils me disent, mais pas de problème, monsieur Genègue, il pleut, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Alors, je veux le R2, le transfert de ligne, je veux ceci, cela, les gadgets, ils notent tout. Et je veux être sur liste rouge, voilà, très bien. Et ben voilà, vous avez un nouveau numéro
numéro. Bon, bah ça c'est génial. C'est quoi mon numéro? Ah bah je peux pas vous le donner, vous êtes sur liste rouge. Histoire vraie. Et j'ai dû me déplacer sous la pluie pour aller chercher mon numéro. Histoire vraie. Donc je c'est l'ai fou. placé avec le Fantastique. Ionix. Et que tout le monde est mort de rire en voyant le film, mais c'est une histoire vraie. Ah, d'accord. Donc voilà. Et tout le langage du Ionix, de l'administration, j'ai été le chercher sur Internet. C'est le vrai langage imbécile de La l'administration. novlangue, Ouais. la novlangue de la technologie. Et à propos d'antagonistes, il y a donc tu nous as parlé de l'Odyssée de Pi, donc avec le tic que tu avais failli réaliser. Il y a aussi on t'a proposé de réaliser c'est ça Harry Potter avec Ouais. cet antagoniste célèbre qui est donc Voldemort. Je crois que tu as refusé parce que tu n'aurais pas eu la liberté, c'est ça? Bon, il y a plein de raisons. La première, c'est que je finissais à peine le long dimanche et qu'il fallait commencer la semaine d'après. J'étais épuisé, j'aurais pas pu accompagner le long dimanche en promotion. Et puis surtout, oui, j'avais l'impression que les costumes étaient prêts, les décors étaient faits, le casting, j'étais là juste pour dire moteur est coupé. J'étais Ouais. technicien. Et comment tu aurais pu nourrir du coup l'univers? Mais j'aurais pas pu tellement, parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre avec l'auteur derrière qui surveille tout. Ouais, oui, Caroline. J'ai appris, parce que Delbonnel, mon chef-op, en a fait un plus Oui. tard. Il m'a dit il était un peu à la chaîne chez Rolls-Royce. Mais ouais c'était, oui, il y avait des moyens incroyables, mais c'était un peu ennuyeux à faire, quoi. Ah, il n'y a pas de. Il y avait pas Non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de place pour amener des choses personnelles. Ce que j'avais fait énormément sur Alien. Alien, j'avais amené beaucoup. Ouais, mais oui, c'est ça, parce que Alien, je crois que, pareil, ce que tu racontes dans ton livre, je crois que le scénario était pas très bon. C'est Josh Whedon, si je dis Joss pas de Whedon, bêtises. enfin pour moi, lui, c'est lui, il dit le contraire, il dit que c'est mon film qui est pas très bon. Ouais. Ça sera mon amal. Moi, je À la pense fin, que. les aliens, je vous jure que c'est vrai, ils se transforment en dragons, ils volaient au-dessus des falaises en dragons. Ah C'est bon chacun son truc, hein. Ouais. Non, mais Josh Whedon, de toute façon, c'est pas comme s'il avait une carrière incroyable quand même. Bah, donc il a fait plus d'entrées que moi en tout cas. Oui, En tout cas, mon avec Alien. de moins bons ouais. films quand même. Et Non, donc- moi j'ai fait un film arty avec Alien. Bah, c'est Ce ça. qui se dit aux États-Unis, ce qui est un très gros mot aux États-Unis. C'est une Ah insulte. ouais À faire un film arty, ça veut dire qu'il a pas fait beaucoup d'entrées, quoi. Mais c'est un film justement où tu as pris du recul par rapport à ce scénario qui était un peu. Oui, voilà, j'ai ramené de l'humour. Ouais. À un moment, Sigourney Weaver disparaît d'un espèce de nid d'aliens gluants. C'était une scène d'action. Moi, je Ouais. l'ai transformé en un truc plus artistique, quoi. plus oui, c'est ça. Plus, Ouais. Mais il me et- laissait faire. Hein. La Fox m'a donné une liberté C'est ça incroyable qui sur est- ce film. c'est ça qui est dingue, hein. Aujourd'hui, ça serait plus le cas. Ah Aujourd'hui, les décisions sont prises par des exécutifs producers maintenant. Ça Notamment, prend plus ça. j'imagine, dans les films de super-héros, toi, ça te donnerait pas envie de faire. Moi, je les regarde pas, ça m'ennuie Ah oui, profondément. bon, bah, voilà. Je trouve les scénarios trop stupides. Je préfère regarder des films de Scorsese ou de. Ah bah oui. Ah bah là, Voilà, c'est- ou de Coppola, c'est sûr que c'est quand même Ouais. un autre univers, Un autre Charlotte. Oui, tu disais que voilà, enfin, on te laissait pas assez on t'aurait pas laissé assez de liberté si t'avais fait Harry Potter. C'est vrai que tu construis toujours, donc c'est un univers très précis, très minutieux, avec énormément de détails dans chaque film. Et pareil dans Big Bug où il y a voilà, une maison extraordinairement décorée, vraiment on a envie d'y vivre, on a envie d'y vivre. Mais du coup, je me demandais, vu que tout a l'air très préparé, quelle latitude tu laisses aux comédiens pour proposer une interprétation dans le cadre de ce que tu as imaginé? Non, je suis assez directif, mais surtout sur la mise en scène. Peut-être vous avez remarqué que je n'ai pas filmé avec des plans larges, des plans moyens, des gros plans comme on ferait à la télé. J'ai fait une mise en scène fluide et pour ça, je répétais tous les week-ends avec des doublures. Et je travaillais jusqu'au dimanche à 22, 23 heures. Et quand j'arrivais le lundi matin, tout était extrêmement précis. Mais les acteurs adorent ça. Ils adorent qu'on leur dise quoi faire. Être dirigé. N'empêche que si un acteur me propose tout d'un coup un truc, j'écoute et je saute dessus. Et même certaines improvisations, Isabelle Nanty dans Amélie, quand tout d'un coup Audrey lui renverse le café et qu'elle dit ah bah vive la France, en plein dans le mille, tout ça c'est une impro, mais moi je suis tellement content. Ah bah c'est incroyable. Et si vous regardez bien, vous voyez Audrey, les trois quarts, elle est morte de rire à ce moment-là. Ah bon Regardez bien, vous verrez, D'accord. elle est morte de rire. Ouais. Donc c'est les plus beaux cadeaux pour un metteur en scène quand un acteur le surprend. Mais préparer un storyboard, moi je crois beaucoup en la vertu du travail et j'aime ça, donc je prépare beaucoup, je suis un laborieux. Mais au dernier moment, si en arrivant sur le tournage j'ai une nouvelle idée, je suis content de foutre à la poubelle mon storyboard et de tout changer. Ou un acteur qui me propose un truc, je saute dessus. Il y a eu des petits moments comme ça dans Big Bug du coup sur le Bon, tournage? certainement. Et puis une actrice comme Elsa apporte beaucoup. Oui. Donc elle a des idées qui ont enrichi le personnage, qui lui ont donné plus de profondeur. Ouais. Mais à propos de hasard, Sylvain, je crois que. Ah ben, du coup, en plus de la figure du petit poussé, il y a aussi quelque chose qui traverse l'œuvre. Il y a le hasard qui est très présent avec la bombe qui n'explose pas dans un long dimanche de fiançailles, une réponse à une annonce pour Delicatessen pour aller dans un immeuble, le fait d'oublier ses lunettes sur un canapé pour Isabelle Nanty pour revenir dans la maison et du coup être enfermée. Est-ce que le hasard serait pas l'obsession de ton œuvre? J'aime bien les histoires de destin, Ouais. de coïncidence aussi. Alors ça, j'en ai plein. Et puis de prémonition aussi. Oui. Je peux vous raconter qu'Audrey, elle aussi, on partage ça, Audrey Tautou, Ouais. elle est enfant, elle voit les Césars, et elle est enfant, elle ne sait même pas qu'elle veut faire actrice. Elle dit, je vais en gagner un en l'an 2000. Ce qui Ah était ouais le cas. C'est dingue quand même. non Ça, c'est ouais, fou, cette ça. prédiction. Moi, je suis adolescent en gare de Nice, je ne sais
pas que je ferais du cinéma. Et je me dis, mais c'est marrant, je vais tourner un film ici dans la gare de Nice. Et j'ai tourné Chanel 5 dans la gare de Nice. Ah oui. Je suis au cinéma Thiers à Nancy. Je vois un film avec Depardieu. Je suis gamin. Je me dis, c'est marrant. Je vais tourner un jour avec Depardieu, mais ça sera pas un film. Et j'ai fait une pub pour les pâtes Barilla avec lui. Ah oui, d'accord. Ok. Des vrais prémonitions. Et alors la pire, je suis à Hollywood visitant Claudio Sarr, ma productrice, et j'ai la chance de visiter un plateau de Steven Spielberg qui est vide, et qui était un film qui s'appelait Hook. Oui. Ah oui. Voilà, avec les bateaux, le port et tout ça. Et là, c'est comme si une voix me soufflait, tu vas faire un film un jour à Hollywood. Je venais de faire juste Délicatessen, donc j'ai pas entendu une voix, mais j'ai comme une conviction. Mais je me souviens, me dit, bah arrête, mais tais-toi, mais n'importe quoi. Et ce qui fait que quand ils m'ont appelé pour Alien, je me suis dit, ah, c'est le moment, je vais le faire. C'était c'est fou, le hasard de la vie. Et c'est vrai qu'on voit que ta filmographie en est nourrie, ça l'imprègne. Il y a aussi, je pensais à Micmac et Tire Larigot avec cette balle que se prend Danny Boone et qui fait une chance sur deux. Quoi, tu crois du coup en la chance, au hasard, tout ça Oui, bien sûr, les coïncidences. C'est ça. J'en ai plein d'histoires de coïncidences, des trucs extraordinaires. Évidemment, ça ne va pas me revenir là. Oui. Si un jour, dans une boulangerie, un jeune me reconnaît, il me dit, je suis acteur, je lui dis, bah, ça tombe bien, je cherche Manek pour Le Long Dimanche. Ouais. Il vient passer le casting, il ne l'a pas, bon. Ouais. Et puis des années après, je sors mon chien la nuit, je vois le mec qui descend le trottoir parlant à une fille. Au moment où on se croise, il raconte cette histoire à la fille. Sans me voir. Mais des histoires comme ça, j'en ai plein. Oh, une extraordinaire. On est en repérage pour Micmac au Maroc. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup les animaux. Et là-bas, les ânes, ils ne sont pas toujours forcément très heureux d'être marocains. Ouais. Et je vois arriver une charrette avec un vieux monsieur, 2 enfants et son âne. Et aussi loin, on est en voiture. Donc le croisement va se passer sur 1 seconde et demie. Ouais. De plus loin que je le vois, je lui dis, toi, tu as intérêt à être gentil avec ton âne. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure. Au moment où on se croise, le bâton lui échappe des mains, vole dans l'air, tape l'oreille de l'âne, tombe au sol et s'éclate en 1000 morceaux. Vous le croyez, ça? C'est fou. Non, on dirait Amélie Poulain. Je me suis dit, j'ai en fait un super pouvoir que j'ignorais. Ah bah c'est vrai. Donc je vais tenter de briser vos micros et ça marche pas. Tout de suite, terminons avant. Mais c'est fou, toutes ces anecdotes et la façon dont ça a nourri tes films. Et d'ailleurs, dans Big Bug, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'il y a donc, c'est un peu un film choral, mais comme le sont généralement tes films, et parce que tu accordes beaucoup d'importance aux rôles secondaires, c'est ça, pour toi, ils nourrissent aussi l'histoire. Regardez, encore une fois, c'est Hôtel du Nord, c'est le Kenny Williams, c'est tous ces films-là où il y a plein de petits rôles secondaires joués par tous les acteurs de l'époque qui avaient vraiment des tronches et qui étaient des formidables acteurs, quoi. Charlotte. Moi, je voulais repartir sur les robots qui me font... Parce que moi, je suis un peu une flippée de la technologie. C'est-à-dire une flippée? Ah, mais moi, ça me fait peur, tout ça. Là, les OK Google qui allument la lumière tout seul, les robots domestiques. Non, moi, ayant 68 ans, je regrette de me dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans 20 ou 30 ans après le GPS, après Internet, après tous ces trucs-là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il va y avoir que je ne verrai pas? Alors, peut-être il n'y aura plus rien, comme dans Tout Cup, il y a un vieux météorite va arriver, il n'y aura plus rien, c'est possible. Le soleil vert, ça va se compliquer. Ouais, voilà. mais ouais, ça m'intrigue de savoir ce qu'il y aura. Donc toi, t'es plutôt optimiste, en fait, sur toutes ces nouvelles technologies. Je suis un optimiste. Les pessimistes sont des optimistes bien informés. Donc, moi, je suis plutôt ce genre-là. Amélie, c'est une totale triche. C'est un film complètement utopique, fleur bleue, mais je ne suis pas du tout comme ça, moi. Mais il y a quelque chose aussi qu'on retrouve dans beaucoup de tes films, c'est les objets. T'apportes, donc là, il y a les robots, il y a les objets. Dans ton bureau, on retrouve, il y avait une exposition qui a eu à Paris avec tous les accessoires de tournage et ça a une importance pour... on adore quand on écrit l'histoire, je dis on parce qu'on faisait ça avec Caro, mais moi je continue, à imaginer des objets, on se dit on va les fabriquer et je vais les garder après. Et l'expo à la Halle Saint-Pierre et à Lyon, au musée miniature et cinéma de Lyon, on a fait 180 000 admissions en tout, ce qui était énorme. Et je peux déjà annoncer qu'il va y avoir une petite expo Big Bug à Lyon, au musée miniature. Parce que moi, il y a un objet que j'ai vraiment envie d'avoir, c'est le fantastique ouvreur assaisonneur d'œufs à la coque. Eh bien, celle-là, malheureusement, tu ne le verras pas parce que c'est le seul objet qui est fait en CGI, en image de synthèse. T'as choisi pile l'objet. Celui-là, il n'existe pas. Tout était sur le tournage, sauf celui-là. C'est incroyable. Il nous reste à l'inventer, il nous reste à le construire. Sylvain. Maintenant, Thèse Pivette, tu épargnais déjà pas les médias. Et là, tu es allé encore un peu plus loin dans Big Bug, avec notamment cette émission de télé-réalité Homo Débilus. Non, Homo Ridiculus. Oui, pardon. Ça répète de Débilus, oui. Homo Ridiculus. Et du coup, je me demandais, est-ce que ce traitement des médias, est-ce que ça t'inquiète pour les Non, c'est pas. Enfin, ce à quoi tu fais allusion, c'est pas tellement une critique des médias. C'est encore une fois mon amour pour les animaux. Donc, je me suis dit, je sais qu'un jour ou l'autre,
les extraterrestres ou les robots nous feront subir à nous ce qu'on a fait Le subir cirque. aux animaux. Oui, Voilà. bien sûr. Donc on a pris comme exemple, il y a le cirque, il y a la corrida, il y a les êtres humains en cage, il y avait même la chasse, ça je l'ai coupé, il y en a 5-6 comme ça, et du foie gras d'humain même à la fin. Et oui, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a C'est Yonix qui mange du foie un gras petit d'humain. message, un petit clin d'œil aux parties animaliers. Oui, Moi je ne suis pas, malheureusement, en fait je suis végétarien non pratiquant. D'accord. C'est-à-dire que je suis Sur le trop papier, vieux oui. pour Philosophie. arrêter de manger de la viande. Hier, je me suis fait une super entrecôte, malheureusement, et je le regrette. Ça sera à refaire, par contre. Il y a des remords. Ouais. Il y a, et un autre motif aussi qu'on retrouve dans Big Bug notamment et qui tu nous en parlais un peu, qui je trouve a une quintessence quasiment dans Big Bug, c'est la sexualité. Tu disais que tu voulais faire un film dessus qui finalement qui est devenu un peu Big Bug, et c'est vrai que la sexualité, on voit que ça revient régulièrement dans tes films. Amélie Poulain, c'est quand même, elle a quand même une frustration sexuelle au début du film. Délicatessen, il y a une séquence culte quand même où les personnages font l'amour et qui devient une séquence musicale qui est inspirée d'autres films d'ailleurs, je crois. Oui. C'est Ça a été repris. il me semble bien qu'on l'a retrouvé plus tard. Bon, oui. Le sexe est plus marrant, je dirais, traité comique, Oui, parce c'est qu'il n'y a ça. rien de plus difficile finalement de faire du sexe sérieux. Ouais. Et là, les scènes entre Stéphane de Grotte et Elsa, je me cassais la tête pour savoir comment j'allais aborder ça. J'avais un peu peur. Je me disais, tout d'un coup, on va basculer dans un réalisme soit pornographique, soit, comme on fait souvent, un peu esthétique et tout. Donc j'ai eu l'idée de récupérer des idées que j'avais fait dans Casanova, que c'est un film pilote que j'ai fait pour Amazon qui n'est jamais sorti, où on voyait des jeux. C'est plus des jeux qui à l'époque étaient des jeux plus 18e, mais là j'en ai fait des jeux érotiques qui sont poilants, quoi. Voilà. Ah bah là oui, il y a des séquences quand même entre les deux. Mais tu m'as fait peur parce que un jour je faisais de la promo sur Délicatessen, c'était à Genève, et un garçon me dit, je commençais à me poser des questions, il me dit « Ah mais moi je suis là pour parler de votre vie sexuelle ». Ah bah, Je lui dis mais moi c'est Délicatessen. Ah non, vous allez pas me décevoir, j'ai traversé le lac Clément. La déception. Et vous voulez tout savoir, Je vais rien dire. Hein. ah bah là, oui, bah, Vous j'espère. repartez. Ah non, moi j'allais demander comment est-ce que justement raconter la vie sexuelle des personnages, qu'est-ce que ça raconte de leur vie sexuelle. Amélie, je trouve que finalement ça la caractérise pas mal cette. Oui, bien sûr, on montrait son introversion et Oui, sa c'est ça. difficulté face à ça. Non, là, c'est plus sur un mode d'humour. Oui. Mais encore une fois, il y a le non-accomplissement de ce couple qui se désire à mort, et à chaque fois, il y a le grain de sable qui fait que ça capote. Oui, qui fait que C'est le ça- cas de le dire. Oui, Et effectivement. voilà. Mais Charlotte. qui fait que c'est drôle aussi. Non, puis moi je veux juste rajouter que le Kama Sutra joue un rôle très important dans Oui, ce film. mais C'est oui. pour donner envie aux gens de le voir parce que Ouais. vraiment, on n'y aurait pas pensé. On le pensait pas. Sylvain. Moi, c'était par rapport au huis clos, tu y as déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que ça t'a apporté et surtout comment tu t'es approprié ce mode, le huis clos? J'ai regardé un peu tous les films de huis clos. Il n'y en a pas tant que ça. Mais il y en a deux qui ont retenu, enfin trois qui ont retenu mon attention. Un film de Buñuel qui s'appelait L'Ange Exterminateur, où des gens ne peuvent pas sortir d'une maison. C'est un surréaliste et on ne sait pas pourquoi. Ok. Ils n'arrivent pas à sortir. Mais esthétiquement, ça ne me plaisait pas. Et puis un film de Duvivier, qui est un de mes réalisateurs français favoris en dehors de Marcel Carné, qui s'appelle Marie-Octobre. Ah qui est oui. tiré d'une pièce de théâtre. Avec C'est Daniel des gens- Darieux. Daniel Darieux, ils sont tous là, Lino Ventura, ils sont tous là. Et Paul Meurice, etc. Il y a un coupable qui est évidemment Serge Reggiani. Je claque le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'on sait depuis le début que ça va être lui. Je vois à chaque fois les salauds à cette époque-là dans les films. Et la manière dont c'est filmé, en contre-plongée avec les plafonds, avec des focales courtes, la composition des personnages, j'ai beaucoup regardé ce film. Et un autre qui s'appelait The Servante de Joseph Losey, avec Dirk Bogarde, et qui se passe tout dans une maison aussi. Et là, c'était très intéressant parce que j'avais eu l'idée et je me suis aperçu que Joseph Losey l'avait eu avant moi, avait fait la même chose. Alors à la fois, ça m'a agacé, à la fois, ça m'a rassuré parce que je me suis rendu compte que ça marchait. C'est de faire jouer les acteurs souvent face à la caméra. C'est-à-dire que vous parlez à quelqu'un qui est dans votre dos. Mais les deux sont proches, sont face à la caméra. Et j'ai joué avec ça énormément dans Big Bug et ça passe très bien, personne ne s'en rend compte. Ouais. Ou alors un acteur, plutôt que d'aller faire un gros plan de manière traditionnelle, c'est l'acteur qui se déplace et qui vient en gros plan et qui se rééloigne dans Ouais. une chorégraphie de mouvement comme ça. Tu as dit aussi en interview qu'aujourd'hui les services marketing pouvaient complètement enlever la liberté créative d'un Ouais. auteur. Je parle pas de ton film, mais je pense à d'autres films et notamment on parlait d'Harry Potter, de franchises comme ça qui. Non, on peut parler de Big Bug parce que j'ai pas réussi à le monter en 3 ans en France. Ah oui. Et c'est Netflix qui m'a sauvé en 24 heures. Eux ont dit oui en 24 heures. Ah oui. Tous les autres, parce que maintenant, moi je dirais que le marketing a pris le pouvoir dans tous les domaines. J'ai eu cette conversation avec Jean-Paul Gaultier, avec Michel Troisgros, le chef, avec des architectes. Dans tous les domaines, ils nous disent, tout le monde dit, bah oui, maintenant il y a des gens du marketing qui nous expliquent comment on doit faire.
Et ça, c'est un peu énervant. Ouais. Quoi. Autrefois, de mon temps, on allait voir des gens dans une chaîne de télé pour leur raconter le film, pour les séduire et pour les convaincre. Ouais. Maintenant, c'est des comités de lecture que vous ne voyez pas, des gens qui sortent d'écoles de commerce et qui disent ah bah oui, moi je trouve que c'est comme ci, comme ça. Et voilà. Ils ont des notices, un peu les espèces de bouquins de gourous, genre McKee, des auteurs américains qui expliquent qu'un scénario doit être comme ça. Page 42, il doit y avoir un retournement de situation. S'il n'y est pas dans votre scénario, ils vous le jettent à la gueule. Et moi, quand je dis, mais regardez Amélie, il y a tout ce qu'il ne faut pas faire, on me dit, oui, mais c'est une exception. Ah oui, d'accord. Voilà. L'exception qui confirme la règle. Donc. Voilà. Et donc Netflix, aujourd'hui, permet aux réalisateurs d'avoir plus de liberté. Je confirme, oui. Et moi, je me souviens, je disais à David Cossey, qui est l'homme qui a greenlighté ce film, je disais, mais tu sais, ça va être bizarre. Hein. Il me dit, oui, c'est ce qu'on cherche. Il est venu sur le tournage, on tournait un truc très, très bizarre avec les Yonix dans la rue, avec les animaux, les êtres humains qui font des chiens. Oui. Je me disais, mais il va être terrifié. Il va me dire, et il m'a dit, mais c'est super, c'est ce qu'on veut. Ah oui, d'accord. Donc Netflix, ils cherchent à faire des films classiques, à faire des séries comme ci, et puis aussi des films un peu plus bizarres. C'est quand même eux qui sortent Black Mirror, quoi. Oui, ce film, il est un peu évidemment. dans la tradition de Black Mirror, c'est un truc. Oui, comme ça. oui, c'est vrai que c'est une version comique, disons, de Black Mirror. Mais tu disais que donc c'était plus compliqué dans le cinéma. Il y a aussi le faire du cinéma de genre. C'est ça qui est compliqué en France, notamment. Pourquoi est-ce que tu penses que la France est plus récalcitrante à Ça a toujours été financer comme ça, oui. Mais d'où ça vient? Ouais, j'en sais rien. C'est peut-être que la nouvelle vague a fait beaucoup de mal. Ah ouais. Parce que à l'époque des films en studio, du réalisme poétique, il y avait un amour de l'esthétisme, du travail bien fait. Alors, au bout d'un moment, les réalisateurs ont eu envie de sortir dans la rue avec des caméras plus légères, de faire des films un peu plus cinglés. Mais qu'on nous bassine encore avec ça 50 ans après, moi ça me gave, quoi. Ouais, que ce soit. Alors qu'en plus on voit que ça a du succès. Il y a plein de réalisateurs de films de genre qui. Alors, qui moi je suis fonctionnent. pas tellement film de genre. Le film d'horreur par exemple, ça m'intéresse pas. Je regarde pas ça. Oui, mais c'est un mélange entre les deux. Et pour terminer, juste avant le blind test, je sais que tu dis à des jeunes qui veulent faire du cinéma qu'ils sachent s'ils veulent être metteurs en scène ou faire des films. Pourquoi? Quelle est la distinction? Écoutez, entre les... être ou faire. Hein, est-ce que tu veux être ou tu veux faire? Voilà, pose-toi la question, quoi. Donc, il y en a beaucoup qui rêvent d'être, de monter les marches à Cannes, de séduire des filles, de toucher beaucoup d'argent. D'accord. Ils veulent être, voilà. Il faut... Sinon, le conseil que je donne, tu veux faire des films, tu prends ton téléphone, tu prends un ordi, tu fais des films. Voilà, c'est pas compliqué aujourd'hui. Il n'y a plus besoin de pellicule, il n'y a plus besoin de. Ça coûte pas cher. Et rapidement, on parlait de Netflix. Tu avais un projet de faux documentaire sur le tournage de oui, un faux documentaire qui était vraiment. Pas avec Netflix. Netflix n'en a pas voulu. Et personne n'en a voulu parce que ça va rapporter rien. Ah bon? Moi, j'ai trop envie de le voir. Oui, moi aussi. Nicolas. 50 minutes, c'était dans la tradition des faux docus, comme celui de Peter Jackson, comme celui sur les hommes qui ont marché sur la Lune, Zelig et tout ça. C'était un truc vraiment drôle, mais qui coûtait rien en plus. Ça n'intéresse personne. Mais ça va peut-être arriver. Moi, j'y crois. C'était pour les 20 ans, les 20 ans, ça y est, maintenant ça va être pour les 21 ans ou les 22 ans. Moi, je veux voir ça en tout cas. On va s'arranger. Bon, je vous propose qu'on termine donc avec un blind test dans lequel vous allez vous mettre au défi. Vous pouvez tirer au hasard des personnes qui ont participé sur les réseaux sociaux. C'est juste là. Il y a beaucoup de personnes pour remporter un DVD d'un long dimanche de fiançailles. Je crois que t'en as pris ça deux. fait. Ah oui, non, du coup, ce sera juste une personne. Ça fait écho donc aussi à Gaspard Ulliel qui avait remporté le César du meilleur espoir masculin pour ce film-là. Et c'est un film qui est quand même marquant. Alors, qui as-tu pioché? Caron at Sylvietac. Ah bah très bien. Moi j'ai Lucie MGUT que nous appellerons donc Lucie. Lucie, très bien. Et toi Et moi j'ai un mec random. Et ben voilà, un mec très original. Ah bah d'accord. Un mec random, exactement. Et ben vous êtes donc tous représentés. Je vais vous mettre des extraits de musique de films remixés. Il va falloir trouver quel est ce film. C'est des extraits de musique culte. Ne vous inquiétez pas. Vous me dites G dès que vous pensez avoir le titre du film. Alors vous allez voir, c'est pas si compliqué. C'est vraiment des musiques cultes. Vous me dites G dès que vous avez le titre du film. Vous avez un point si vous l'avez trouvé. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ah bah commençons directement avec celui-là. Bon, ça va. J'ai Sylvain. Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer. Et voilà. Ah, ça c'est. Tu l'avais les Dents de la Mer. Et oui, je peux le remettre. Vraiment remixé, hein, quand même. Ah oui, bah à chaque fois c'est des versions très étonnantes. Un peu énervé. Tout à fait. Un premier point pour Sylvain. On continue maintenant avec celui-là. Les Dents de la Mer. C'est un peu Amélie ou pas ça? Non. Sylvain. J'ai Le Parrain. Le Parrain. Oui, mais là, c'est vraiment remixé. C'est dans un style. C'est un remixage de ouf. C'est dans un autre style, mais si on reconnaît le thème, si on le remet. Ah oui. Ah
Ah, mais il est, Voilà, il au est saloon. spécial. Mais ça vaut un deuxième l'arnaque. point Ah, à mais Sylvain, Sylvain. là, il est Et John Fire. très rapide, là, effectivement. C'est sa première participation Ah en oui, plus, c'est son ça jeu. se fait pas. Je fais tout ça pour un mec random. On continue avec celui-là. Version Feria. Version jazz. Ah ouais. Vous savez pas? Ah, Sylvain. J'ai Jurassic Park. Jurassic Park. Oh là là. Tu as pas eu Ah bah, on jazz. Jurassic- Celle-là, elle est technique. J'ai l'impression que ça te met... C'est compliqué pour toi, ça a un test qui a l'air... Moi, je pense que même si j'entendais les originaux, je saurais pas. Ah bon? Ah oui, pourtant j'ai mis des musiques cultes, mais après c'est peut-être pas les plus évidentes. On continue avec celui-là. Vous voyez pas? Sylvain? J'ai, mais je suis pas sûr. Requiem for a Dream. Ah ouais, exactement, Oh c'est le là thème de là. Requiem for a Dream. Voyons, Qui est voyons. notre- Ah, il est fort, le c'est vrai. Requiem for a Dream. Ah, mais la chance du débutant. Ah, c'est Exactement, ça, ouais. exactement. Et le dernier, c'est celui-là. Je vois pas ce que ça Ce serait être. quoi ça? Ah voilà, celui-là, j'ai reconnu, dis donc. Alors qu'est-ce que c'est? Mon C'est vrai, curé c'est chez les Amélie, musiques. peut-être. Amélie Poulain. Je l'entendais, et quand j'ai travaillé à Montréal sur Spivett, il y avait un gars qui jouait la musique dans la rue. Ah bah, ah, J'avais envie de lui jeter des seaux d'eau sur la tête. J'étais mais réveillé là, tous c'est les matins par la musique. En handpan, c'est cet instrument, on Ouais. tape dessus. Bah, Mais c'est qui très a beau. fait toutes ces adaptations? Eh ben, c'est plein de gens différents, ils seront en description si les gens veulent le retrouver. Il y a, j'ai pas les noms, mais ils seront en description, voilà. Et plein de gens différents qui l'ont repris, qu'on peut trouver sur YouTube. Bon, bah, du coup, c'est clairement Sylvain qui fait remporter ce DVD d'un long dimanche de fiançailles à Let's go. qui? À un mec random. Un mec c'est ça random. Ah bah Faut le voilà. retrouver. Félicitations, merci Jean-Pierre Bah, merci d'avoir à vous. été avec nous. Merci à Charlotte et Sylvain qui donc ont participé à cette émission, à Pierre-Emmanuel et Maxime qui sont à la réalisation. Merci aussi à Sunday Night Productions qui donc produit Clapement 5. Et puis voilà, vous n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Clapement 5 et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux avec le @clap5. Voilà, rendez-vous lundi prochain sur Clapement 5 pour un nouvel épisode et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.